Le webinaire de ce matin, c'est quel sera le magasin de demain. Une certitude, le point de vente de demain sera digitalisé et surtout connecté. Et aujourd'hui, le constat, c'est que les enseignes doivent donc se concentrer sur leurs avantages concurrentiels tout en intégrant le digital dans leur stratégie magasin. Les deux thèmes que l'on va aborder ce matin vont surtout s'orienter autour du web in-store et des applications vendeurs. Pour cela, je suis accompagné ce matin de Raphaël Cambier, qui est le président et CEO de InStore Solutions. Bonjour à tous. Et moi, donc je suis Pascal Morvan, je suis directeur solutions chez Compario. Globalement, donc le digital in-store, c'est le web in-store, c'est donner l'accès en magasin à l'intégralité de l'offre sur une borne ou sur une tablette vendeur pour augmenter les ventes et renforcer la satisfaction et la fidélité client. Ce sont les applications vendeurs, comment on va pouvoir armer le vendeur dans sa phase de conseil et lui mettre à disposition des applications mobiles d'aide à la vente, lui permettant de mieux présenter l'offre, mais également d'être autant informé que son client, puisqu'on le verra tout à l'heure, que le client a souvent l'habitude de se renseigner auparavant sur Internet et donc d'être capable de lui donner le même niveau d'information. Et puis le troisième point de tout ça, c'est comment personnaliser l'expérience client sur une borne ou sur une tablette en reconnaissant ce client. On verra tout à l'heure que la grosse problématique de l'ensemble de ces technologies, c'est que souvent aujourd'hui, c'est tout le monde voit la même chose. Et aujourd'hui, on est capable de véritablement personnaliser l'expérience client, y compris sur l'ensemble de ces canaux, digitaux. Pour démarrer, ce que je vous propose, une très brève présentation de notre société. Donc d'abord, qui est Compario? Compario est un éditeur de logiciels dont le domaine d'expertise se situe sur trois grands domaines. Ce qu'on appelle le merchandising, c'est comment mettre en œuvre la scénarisation de son offre, les mises en avant de produits, la recommandation produit. Le deuxième grand point, c'est ce qu'on appelle la recommandation. Comment, à travers des mécaniques de recommandation, soit à travers des règles métiers, soit à travers de la recommandation statistique, être capable de présenter le bon produit au client. Et puis le troisième grand pavé de notre offre qui concerne ce qu'on appelle la personnalisation sur l'ensemble des points de contact, que ce soit bien sûr le web, les applications digitales, mais aussi l'email ou le call center qui vont permettre d'être animés par notre solution. Nous sommes une société, nous avons aujourd'hui un peu plus de 150 clients qui utilisent notre solution dans un peu plus de 20 pays à travers le monde. Je pourrais citer des gens comme But, Conforama, Deleuze, Casino, Decathlon, dans le B2B, MB Expansion, Truffaut, Yves Rocher, etc. Voilà. Notre offre est une offre modulaire. Deuxième point important, c'est que la stratégie de Compario vis-à-vis du produit, c'est que on a ce qu'on appelle l'approche en open innovation. Globalement, ce sont nos clients qui font évoluer le produit. On fait ce qu'on appelle des roadmaps avec nos clients qui permettent, bien sûr, d'aligner notre solution aux besoins de nos clients. Je vais laisser maintenant la parole à Raphaël pour pouvoir nous présenter InStore Solutions. Donc nous sommes un intégrateur de technologie, au départ spécialisé dans le hardware, mais depuis nous avons, à la demande de pas mal de clients, développé plusieurs activités autour du digital point de vente. Donc nous sommes le premier intégrateur et fabricant de matériel entièrement sur mesure, sachant que nous personnalisons et réalisons sur mesure les produits qui vont donc de la table interactive aux tablettes vendeurs. Donc aujourd'hui, nos métiers passent par le conseil et l'évaluation des besoins. Nous aidons pas mal de clients dans le retail à établir leur cahier des charges, c'est-à-dire de repartir de l'usage et non pas du produit. Avant de vendre de la technologie et de digitaliser un point de vente, il faut avant tout savoir si je veux équiper mes vendeurs et ce que je veux mettre à disposition de mon client. Nous développons de l'application, notamment en lien avec les flux que nous recevons de Compario, d'où l'intérêt pour un client commun de passer par une démarche flux Compario sur une borne in-store où on va réaliser l'intégration des données actives sur le web au sein de nos produits en point de vente. Nous faisons le design et la fabrication entièrement en France à partir d'un sourcing qui se passe sur la Corée et Taïwan principalement, ce qui nous permet de ramener les composants à valeur ajoutée et de ne fabriquer en France que la partie personnalisation et mobilier. Nous avons derrière des services d'installation et de maintenance qui nous permettent de déployer
Pour info, nous sommes présents uniquement sur l'île, mais on livre dans 70 pays, pour le compte notamment de ID Group, Okaidi et d'autres clients qui nous font faire leurs déploiements mondiaux. Et ensuite, nous sommes, avec nos partenaires, capables de gérer de la garantie sur plusieurs années mondialement. On est certifié ISO, on est partenaire également de Microsoft pour tout ce qui est choix des OS et garantir la stabilité de nos applications. Merci Raphaël. Donc pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de nous présenter ensemble sur ce webinaire? C'est que je pense qu'aujourd'hui nous avons des enjeux que nous partageons entre nos deux sociétés. Notre objectif commun est ce qu'on appelle d'améliorer la conversion par une pratique avancée de la personnalisation de l'expérience client à travers les différentes interfaces de vente et de communication proposées par la marque, par l'enseigne en magasin. Et ce qui nous a paru intéressant, en tout cas pour Compario, c'est l'expertise d'InStore qui est associée à notre solution de personnalisation, va permettre de mettre en scène l'affichage produit de façon visuelle, interactive, sur toutes les surfaces tactiles de InStore Solutions. Pour démarrer, bien ce qu'on vous propose, c'est de regarder un petit peu quelle est la mutation au niveau du retail, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années. Raphaël, tu peux nous en dire un peu plus? Exactement. Donc, on va juste faire une petite historique, sachant qu'on a une crise conjoncturelle en ce moment, mais c'est surtout dans le retail pour nous une crise structurelle, dans le sens où la révolution qu'on est en train de vivre dans les enseignes de distribution n'est pas due uniquement à la crise actuelle, mais vraiment à un changement des comportements que l'on a connu avec la première grande révolution qui était l'Internet. Donc, on a vu fleurir les pure players début 2000, avec une stratégie un petit peu martelée qui était de vendre moins cher. En réaction, on a inventé le click and mortar et le but était d'afficher la performance et les différences sur de la livraison, du service, du prix et tout ce qui est après-vente. C'est vrai notamment dans l'électroménager où c'est ce qui fait la grosse différence entre le pure player et l'enseigne. Le but est de jouer sur la sécurisation du consommateur avec des garanties, la garantie du paiement également, et surtout une présence physique en point de vente qui est plébiscitée, on le verra après dans les chiffres. En 2008, on a vraiment eu une révolution sur la partie mobile, mais nous pensons qu'il y a eu surtout un engouement un peu trop rapide des marques ou des enseignes à dire il faut absolument une appli mobile, je veux mon appli iPhone. Et l'idée a été de s'orienter vraiment sur les terminaux grand public, alors qu'à aujourd'hui, on revient vers du terminal professionnel avec l'aide des vendeurs en point de vente. Donc, à aujourd'hui, en réaction à ce click and mortar, les pure players ont essayé d'ouvrir des magasins, ce qui n'est pas forcément un succès. On l'a vu avec Pixmania qui a refermé. Et à l'inverse, le click and mortar a plutôt été un succès côté électro, par exemple. Si on parle d'Arty.fr, Boulanger.fr, avec des chiffres en hausse tous les ans depuis la mise en place de stratégies web, mais avec une adaptation qui a provoqué une baisse des marges pour s'aligner sur les pure players. À aujourd'hui, s'il n'y a plus l'avantage du prix, le pure player n'a pas d'avenir. On revient sur un débat qui était le même avec les hyper en 1970 et la création des groupements d'achat qui a mis à mal certains retailers. Donc le débat sur la mort du commerce, on n'y croit pas tellement. C'est pas les sites marchands uniquement qui vont prendre la place des points de vente. Les gens continuent à plébisciter le point de vente et pour avoir la légitimité d'un réseau de magasins, il va falloir bien sûr être connecté, mais ça doit devenir une opportunité et surtout pas un risque. On voit d'ailleurs qu'il n'y a plus que 2 ou 3 pure players indépendants des réseaux intégrés. J'entends par là vente privée par exemple, ou bien sûr Amazon, mais on voit qu'il y a une vraie stratégie et les retailers sont en train d'intégrer les pure players pour asseoir leur stratégie web. Donc on s'est permis de mettre quelques définitions pour des termes qui ne seront pas forcément clairs pour tout le monde, donc je ne vais pas toutes les lire, mais l'idée était de dire qu'est-ce qu'on entend par un magasin digital aujourd'hui. On va le voir en image après. L'idée était d'un magasin qui s'équipe des outils numériques pour mieux servir le consommateur et surtout, j'ai envie de dire, le vendeur, qui doit être réintégré à cette stratégie. Le but n'est pas de ramener un site internet tel quel en magasin. On a vu avec beaucoup de clients que ça donnait pas de très bons résultats, mais d'adapter les données, d'où notre intérêt avec Compario. On va piocher tout l'intérêt du web et on va rendre accessible sur des surfaces adaptées au point de vente et à l'endroit où je me trouve, ces données en magasin.
Très bien. Par rapport à tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on parle beaucoup de thèmes, hein, du magasin digitalisé, du connecté, du showrooming, du solo-mo, du web to shop, du shop to web, etc. Ce qui est important, en tout cas pour Compario aujourd'hui, c'est de se dire, et c'est quelque chose que j'évoquerai tout à l'heure, c'est comment on va être capable d'assurer ce que je vais appeler la cohérence de la communication sur l'ensemble de ces canaux, qu'ils soient digitaux ou non, pour faire en sorte que l'expérience client soit unique et cohérente, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce thème-là. À aujourd'hui, quand on parle d'un magasin connecté, on a essayé de vous faire un petit schéma ce qu'on va appeler le champ des possibles. Donc tout simplement, le Web in-store peut prendre différentes formes, donc il ne faut pas, et on le verra en image derrière, se contenter de poser un poste connecté à Internet en point de vente, parce que le consommateur ne s'y retrouve pas du tout et le confond avec son poste vendeur, justement. Donc l'idée est de traiter les différents sujets que vous voyez matérialisés par des petits écrans jaunes, c'est-à-dire de l'outdoor jusqu'à la vitrine, on va attirer le client pour communiquer vers l'extérieur et l'attirer vers mon point de vente. Et à l'interne, dans un point de vente, on va pouvoir traiter bien sûr de la communication avec les réseaux sociaux, déclencher du jeu, du concours, bien sûr avoir de l'affichage dynamique, mais qui pour nous doit être couplé au parcours interactif du client. Et donc, aux différents endroits du magasin, on va adapter un device, d'où le fait que nous fassions du sur-mesure. L'idée n'étant pas de mettre des bornes partout, parce qu'on a vu les limites de ces outils-là. On pense que l'ergonomie du logiciel, c'est-à-dire entre 3 et 5 clics maximum pour arriver au produit que je recherche, c'est très important, parce que souvent on avait délaissé un petit peu l'ergonomie au profit de la donnée, et c'est pas le tout d'afficher de la donnée, il faut qu'elle soit cohérente et facile à obtenir. Donc, si nous allons vers l'extension de gamme, on va tout simplement requérir un accompagnement du vendeur, parce que le client n'a pas envie de se retrouver sur un automate, sinon il n'a pas d'intérêt à se rendre en point de vente. À l'inverse, quand c'est une recherche d'un produit technique, on peut parler de la cartouche d'encre, du balai d'essuie-glace et de plein de choses que vous connaissez dans les hyper, là on va pouvoir rester sur des automates qui vont uniquement servir à gagner du temps et éviter d'avoir besoin d'un conseil. Donc voilà un petit peu les différents stades au sein d'un point de vente que nous pouvons traiter, et vous allez voir en image la réalisation de produits sur mesure. Par rapport à tout ça, il y a une autre donne aujourd'hui, hein, c'est ce que l'essor du digital supprime le clivage on-off, etc. Donc le magasin, le online, etc. Et que l'expérience client doit être sans couture. On vous a mis quelques statistiques, hein, qui proviennent du baromètre Digitas ou de la FEVAD, qui donne ce genre de choses. 54% des consommateurs français utilisent plus de 2 terminaux dans leur démarche d'achat. Et ça, c'est important parce qu'on verra que je peux commencer une démarche sur un canal, la finir sur un autre, qu'il soit digital ou physique. Je me rends en magasin avant d'acheter sur Internet, 70%. 78% estiment qu'Internet a changé sa façon de faire ses achats en magasin. 40% surfent sur leur smartphone lorsqu'ils sont en magasin. Et 14% consultent les bornes interactives dans les enseignes connectées. Voilà. Ça, c'est quelques chiffres qui sont importants. Et ce qui ressort aujourd'hui, il y a eu le NRF à New York en début d'année, où ce qui ressortait du NRF, c'était que les canaux étaient morts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du multicanal, du cross-canal, de l'omnicanal. Globalement, c'était un peu la suite logique, hein. On traitait des silos, on a essayé de mettre le client au centre, on a essayé de fluidifier, d'avoir une continuité dans cette expérience client, dans son process d'achat. Ce qui est important par rapport à ça, c'est que pour moi, il y a un nouvel enjeu qui est de ce que j'appelle de passer de la relation client à l'expérience client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant très très longtemps, on a commencé à faire de la relation client, mais pour moi, la relation client était avant tout de collecter de l'information pour être capable ensuite de la restituer sur les canaux. Que ce soit mes actes d'achat que j'ai pu faire en boutique, les visites que j'ai fait sur le web, la réaction aux campagnes d'emailing, etc. Eh bien, on collectait tout ça. Alors, on a beaucoup parlé en disant, on collecte de plus en plus d'informations. Donc, on a parlé du big data pour dire, il faut avoir des technologies qui vont permettre, de stocker toutes ces données. Par contre, ce qui me semble aujourd'hui important, c'est de se dire que, on doit gérer l'expérience client en gérant les interactions sur tous les canaux et en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre d'attendre le lendemain pour avoir ce que le client a pu faire sur un canal. On disait tout à l'heure, les clients se renseignent sur Internet avant de venir en magasin. Si vous mettez à disposition une tablette vendeur, il faut que le vendeur puisse voir ce que le client a fait quelques minutes auparavant et pas uniquement le lendemain,
quand la data sera arrivée dans ce data mart ou ce gros entrepôt de données, ce big data, il faut que tout ça soit cohérent. Je vais commencer un acte d'achat sur le web, il faut que je puisse le terminer par mon application mobile. Il faut que je retrouve ce que j'ai fait. Si j'ai mis des produits dans ma wishlist sur Internet, je dois les retrouver bien sur la borne, sur la tablette vendeur, mais aussi sur mon application mobile. Voilà. C'est de faire en sorte que tout ça soit fluide et cohérent pour permettre une meilleure expérience au niveau des clients. À ce sujet-là, quand on parle de l'expérience client, une autre étude qui a été faite par le e-marketer, qui est très récente, puisqu'elle date de septembre 2012, qui disait que le premier projet des distributeurs, c'était de personnaliser l'expérience d'achat sur l'ensemble des canaux, des points de contact. D'accord ? Et on voit bien que 40%, en tout cas, ont ce type de projet aujourd'hui, d'arriver à délivrer une expérience d'achat sur de multiples canaux, d'accord, mais aussi de pouvoir mieux utiliser la segmentation client. J'en parlerai tout à l'heure quand on va parler de la personnalisation, y compris sur des bornes tactiles. C'est d'utiliser la connaissance client pour l'aider à choisir le bon produit. Il y a une chose aussi assez intéressante que j'ai pas mis dans ce slide, mais globalement, je pense que la donne a changé. Il y a quelques années, le travail du marketing et du e-commerce, c'était de se dire comment je vais vendre mes produits à mes clients. Aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est comment je vais l'aider à acheter. Et je pense que tout ça fait que on doit rentrer dans ce qu'on appelle l'expérience client aujourd'hui au niveau du système. Le magasin digitalisé, d'accord, je vais peut-être laisser la parole à Raphaël. Alors juste un point en réaction à ce qu'on vient de dire. On a un vrai souci, c'est un côté stratégie. Donc tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il faut rendre le point de vente digital, qu'il faut traquer finalement un internaute et le retrouver en point de vente. Encore faut-il qu'au sein des enseignes, les gens se parlent tout bêtement et que, comme je le disais tout à l'heure, la force de vente puisse être impliquée. Les vendeurs ont souvent vu le web comme un concurrent. Et ils ont rarement été au centre de la démarche d'aide à la vente. Donc on pense qu'avant de faire de l'aide à l'achat pour ses clients finaux, il faut déjà utiliser le digital pour de l'aide à la vente pour les vendeurs. Leur rendre la donnée et leur donner le moyen de repérer un internaute client, c'est-à-dire tout simplement ce que l'on fait actuellement pour certains grands comptes avec Compario, c'est de lier l'identifiant web, qui peut être un numéro de client carté comme un numéro d'enregistrement d'une requête sur Internet et de pouvoir s'enregistrer, si on le souhaite, en point de vente pour retrouver sa configuration. Le vendeur va donc connaître le client alors qu'à aujourd'hui, il ne connaît pas l'internaute. Donc il y a un vrai intérêt à ce qu'au sein d'une enseigne, on puisse faire un groupe de travail pour motiver et le marketing et le web. Souvent, c'était un petit peu séparé entre une stratégie pure Internet et la stratégie du point de vente. On peut citer la Fnac qui a toujours séparé Fnac.com de Fnac tout court et ça n'aide pas en ce moment à réunir une même data au bon endroit en point de vente. Donc c'est pas un succès. Le magasin reste donc dans sa vocation de magasin avec une présence physique de produits mais surtout humaine comme je viens de le dire, exposé, démontré avec des services derrière qui vont de l'installation, la livraison et le suivi de la feed, mais on ne doit pas être uniquement un point relais Internet. Il faut qu'Internet soit le moyen de faire son choix, avec une vraie requête des clients qui est d'aller vérifier en magasin avant de se décider. Et l'idée est de transformer, comme je le disais, cet acte et ne pas laisser repartir ce client sur le web. Donc, à aujourd'hui, dans les stratégies d'un kiosque ou d'une borne ou d'une table interactive, l'idée est d'augmenter le chiffre au mètre carré. Et nous avons des exemples concrets, notamment dans l'électroménager, où la réduction finalement de l'exposition produit. J'entends sur l'électroménager, le blanc, le brun, par exemple, il s'avère que à aujourd'hui aligner 200 mètres carrés de lave-linge au milieu d'une boutique à Paris, ça n'aide pas à augmenter les ventes. En revanche, ça coûte du mètre carré. Et nos tests nous prouvent qu'à l'aide de bornes et de vendeurs adaptés à utiliser ces bornes, on va pouvoir réduire l'exposition tout en augmentant le chiffre au mètre carré. On a des chiffres jusqu'à moins 20% d'exposition, plus 10 de vente. Je ne citerai pas toutes les enseignes, mais on a vraiment en ce moment une vraie augmentation dans le sens où le client qui serait capable d'acheter sur le web ne vient pas en magasin uniquement pour voir plein de produits alignés,
surtout pas sur un lave-linge, qui se ressemblent quand même tous, mais plutôt pour avoir le conseil du vendeur, le service qui va avec et être rassuré. On va pouvoir, grâce aux outils de vente, monter en gamme. C'est un vrai sujet, c'est que le vendeur, l'air de rien, va pouvoir avoir son cross-selling et l'upselling qui va être généré automatiquement sur le kiosque interactif avec de la donnée temps réel émanant du web. Donc je reconnais mon client, je lui propose plein de produits, notamment ceux que je n'ai pas physiquement en point de vente, et donc je ne loupe pas une vente parce que je vais pouvoir concrétiser la vente d'un produit en ligne, mais tout en profitant de ma vente en tant que vendeur, c'est-à-dire on pense qu'il faut réintégrer le vendeur physique dans son magasin avec le commissionnement du web. Donc c'est également un outil d'image, plus moderne, connecté, donc rassurant parce que je suis en lien avec le web, et surtout un moyen de communication et de promotion produit. Là, on va plus dans le côté affichage dynamique qui est pour nous complémentaire à la borne. Il y a une chose assez intéressante, on a un de nos clients, je discutais il y a quelque temps avec le directeur général de cette grande enseigne, où ils ont énormément de magasins, et il m'expliquait un peu pourquoi il voulait donner des applications vendeurs à ses vendeurs, des tablettes vendeurs. Et la raison était relativement simple. Quand il me l'a expliqué, je comprenais mieux. Il me dit, bah voilà, comment ça se passe dans nos magasins? Généralement, le client se promène dans les rayons, vient voir des produits, et puis fait appel à un vendeur pour avoir du conseil, etc. Et puis la démarche était la suivante, c'était de dire, oui, mais le problème c'est est-ce que j'ai du stock? Donc le vendeur ramenait le client vers un terminal dans le point de vente pour que le vendeur puisse regarder par rapport aux références, est-ce que le produit est disponible, etc., etc. Ça, c'était la première chose. Donc, il disait, il y a plein de gens, si mon produit n'est pas disponible, le client repart dans le rayon et commence à revoir d'autres types de produits. Et là, j'ai perdu le client. Un deuxième exemple qu'il me donnait, c'était de dire le nombre de gens qui viennent en borne, qui réservent, qui prennent le produit et qui ne passent pas en caisse. D'accord? Et il y en a énormément. Et il me disait, si je donne une tablette dans laquelle le vendeur va pouvoir encaisser directement au moment de l'acte d'achat, eh bien, je gagne en performance. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont assez intéressantes et que vous devez aussi certainement avoir à gérer. On est parti, on a pris quelques exemples de bornes. Il y a eu beaucoup de photos sur des bornes dans différentes enseignes. Et moi, j'aimais bien la démarche, on en a parlé avec Raphaël, c'est de dire il y a certainement des bonnes et des mauvaises pratiques. Parce qu'on a tous été confrontés à des bornes dans des magasins qui n'étaient pas forcément d'une ergonomie fracassante, qui ne donnait pas forcément l'information pertinente, etc. Donc c'est pas pour faire de la dénonciation, l'idée n'est pas là, mais on a voulu un peu prendre des exemples. Alors on va les passer assez vite, mais je te laisse nous les commenter rapidement, Raphaël. Donc l'idée, sans se focaliser sur une enseigne en particulier, c'est qu'il y a une différence sur ce que vous voyez à droite, qui est en fait un clavier, une souris de 116 touches, qui est clairement rédhibitoire pour le non-internaute averti, et on sait que le clavier aujourd'hui n'est franchement pas dédié au client final, mais on a l'impression de tomber sur un poste vendeur. C'est un vrai sujet. Très souvent, les bornes étaient flanquées contre un poteau, ce que vous apercevez sur les différentes images, et d'autres ressemblent à un point vendeur, c'est le cas de la petite table à gauche, où globalement on a l'impression que ça n'est pas destiné en tant que client, mais que c'est plutôt un poste vendeur ou un poste caisse. Et comme je le disais tout à l'heure, on a trop souvent confondu un automate, un self-service, et c'est valable pour nos clients comme McDonald's pour qui on travaille. Quand on travaille sur un drive, oui, j'ai un service, mais généralement j'ai un interlocuteur par un microphone. Mais en tout cas, laisser un meuble posé contre un poteau comme cela au milieu d'un magasin, c'est clairement des taux de retour qui sont à quelques connexions jour dans les grands magasins. Alors que nous obtenons de bien meilleurs résultats quand on pousse l'expérience un peu plus loin. Il y a des clients qui ont investi beaucoup, c'est le cas d'Adidas avec de l'écran transparent, avec des configurateurs de chaussures qui sont vraiment très dynamiques et très innovants. En revanche, juste mal positionnés, mal implantés, peu explicites dans l'usage, ce qui veut dire que les gens les observent. On a d'ailleurs on le voit bien sur l'image. Et on le voit bien. Et ce qui veut dire que là, on peut se dire, zut, ma technologie finalement ne m'apporte pas un nombre de clics détonnant. Et donc, c'est en cela où sur les bornes aujourd'hui connectées en point de vente, on a exactement les mêmes retours que sur le web. On est capable de pister un internaute et avec les outils de Compario, d'avoir la même efficacité que sur un site marchand en renouvelant en temps réel la navigation.
On a des succès, si on prend Home Depot qui a travaillé sur l'ergonomie avec des applis simples, une gestuelle assez intuitive, et des usages explicites. C'est-à-dire que l'on va pouvoir, en quelques clics, et déjà on informe que c'est bien un customer kiosque et que ce n'est pas un panneau d'information. Donc il ne faut pas confondre l'affichage dynamique et la borne, parce que sinon on a tendance à penser que c'est un écran publicitaire. Donc je reviens sur les points importants, c'est l'ergonomie du meuble en lui-même. Là, pour le coup, il est un peu trop vertical pour du tactile. Mais en tout cas, son positionnement dans le magasin et ainsi que l'implication des vendeurs font le succès ou non du matériel. Et aujourd'hui, ce n'est pas un souci de taille d'écran, comme vous le verrez. Mais en tout cas, s'acheter un grand écran et y mettre un petit clavier en dessous parce qu'il n'est pas tactile, c'est franchement pas la panacée, dans le sens où on va avoir une démarche où il va falloir un temps d'appréhension pour prendre en main l'outil. Et là, en l'occurrence, vous avez un site web. Donc, site web classique veut dire je mets un clavier et une souris, sinon je ne peux pas naviguer. À aujourd'hui, on parle beaucoup d'IHM, donc l'interface homme-machine, tout simplement parce que les consommateurs de chez eux ont toutes les chances d'être sur un tablette ou sur un écran tactile quand ils se rendent sur un site marchand. C'est la même chose en point de vente où il faut revoir l'ergonomie d'un site pour qu'il soit accessible en tactile. Sinon, on va passer trop de temps. Si on fait un petit point sur les tablettes, c'est un vrai levier, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'un iPad connecté à un site grand public ne sert strictement à rien. En revanche, un applicatif développé pour les vendeurs à disposition du public qui sera accompagné de son private shopper ou d'un conseiller technique, là on a de très bons résultats sur des enseignes, notamment en France, on peut citer But, il y en a d'autres. Et aujourd'hui, bon, chez Apple, c'était pas une surprise, et ça a été poussé encore plus chez Burberry, mais on a plusieurs exemples franco-français actuellement, avec des résultats très très bons, et surtout la dématérialisation du paiement fait qu'on a l'impression que chez Apple, il n'y a pas de caisse et il n'y a pas de vendeur. Or, tous les vendeurs peuvent encaisser. Par rapport à tout ça, donc on a vu quelques exemples. Peut-être nous donner les erreurs à éviter dans ce type de projet. Donc, comme je disais, le premier point, c'est le RH, c'est-à-dire que vendeur pas impliqué veut dire projet digital raté, en résumé, dans le sens où il ne faut pas oublier que le lien entre l'acte de se rendre en point de vente et la décision de donner sa carte bancaire va se passer avec un interlocuteur face à soi. Sinon, on fait un automate. Donc, il y a souvent des initiatives qui ont un peu trop poussé la techno sans valeur ajoutée. Ça s'est vu beaucoup en réalité augmentée, en miroir magique, etc. Il y a un moment où survendre de la technologie peut très vite devenir ringard. C'est-à-dire, l'iPad devient à la mode, j'en ai partout en magasin. Le temps que je déploie massivement sur plusieurs pays des iPads, globalement, j'ai mis le modèle 1 en magasin, le 3 est sorti dans le public. Donc, on n'est pas pour la survente de la techno, mais plutôt sur l'usage. Les ergonomies complexes, comme je le disais, si un site web n'est pas adapté à une utilisation en point de vente debout, où je ne suis pas assis dans mon canapé à la maison, il ne faut pas tout simplement dupliquer la même plateforme, mais interfacer les données, et c'est ce que nous faisons grâce à Compario, de récupérer tout le savoir-faire web d'une navigation paramétrée pour chaque client et de la rendre de manière intuitive en tactile à disposition du client qui peut solliciter un vendeur, appeler un vendeur, voire se faire accompagner sur une table collaborative. L'absence de conduite du changement, si je passe au point 3, c'est souvent des vendeurs soit pas formés, soit même pas informés, et surtout pas convaincus, parce qu'on ne va pas les solliciter en leur disant que c'est un outil d'aide à la vente, mais plutôt ils vont voir ça comme un concurrent de self-service pour acheter en ligne. Et une vente en ligne, si le vendeur n'est pas impliqué financièrement, j'entends commissionné, ça va pas l'aider beaucoup. On a un vrai exemple en ce moment qui est un succès chez Système U, où en gros un vendeur, pour que le client puisse acheter, il va falloir rentrer un code vendeur, comme sur une caisse enregistreuse. Et donc le vendeur qui réalise une vente web d'un produit non présent physiquement va être tout simplement commissionné sur sa vente web. La techno mal maîtrisée, je ne m'étends pas là-dessus, mais le syndrome des bornes, c'était quand même, ça marche jamais, c'est débranché, et, c'est très compliqué, c'est cher et c'est difficile à mettre à jour. Aujourd'hui, on a fait un pas quand même depuis quelques années, on a des taux de panne quasi nuls et une maintenance, je pense aux DSI qui nous écoutent, bien simplifiée pour que ce soit quelque chose facile à intégrer dans ces points de vente. L'intégration multicanal insuffisante, c'était en effet, je ne reconnais pas mon client, c'est-à-dire il doit ressaisir ses données sur la borne alors qu'en fait on les avait en ligne. Donc notre vrai plus aujourd'hui avec Compario est de traquer un client web, de l'identifier en point de vente et surtout de reconnaître un client fidèle, ne pas le laisser se balader dans le magasin sans savoir que c'est un de mes meilleurs clients. Par rapport à tout ça, c'est vrai que l'intégration multicanal
est pour nous importante, puisque je parlais tout à l'heure d'assurer la cohérence cross-canal. Ce que je vous propose, c'est, je vais vous montrer un exemple de tablette vendeur. Nous avons réalisé il y a récemment pour une marque de cosmétiques bien connue, hein, mais c'est pour montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, en tout cas à travers Compario et ce genre de technologie. Le vendeur se connecte, une cliente vient ou un client, il essaye de trouver ce client, et ce qu'il va retrouver, bien sûr, c'est l'intégralité des informations, mais y compris par exemple ce que la cliente a déjà mis sur la wishlist. Ce que je disais tout à l'heure, si je dis quelque chose sur un canal, je dois être capable de l'utiliser. Si je l'ai mis sur mon canal web, eh bien, comment je vais restituer cette information? D'avoir l'historique de ses achats, de pouvoir lui proposer, par exemple, des diagnostics de peau. Et ça, pourquoi je le montre? Parce que derrière, forcément, on va commencer à parler de la recommandation produit. Je pose un certain nombre de questions et on voit bien que sur des produits de beauté, eh bien, en fonction du type de peau, de mon âge, d'un certain nombre de choses, eh bien, je vais faire de la recommandation produit. Et on voit que sur cette tablette vendeur, eh bien, la recommandation produit est poussée par Compario. Le vendeur peut bien sûr mettre les différents produits au panier. On va retrouver voilà, tous les produits qui sont compatibles avec ce type de client. La cliente peut dire, tiens, tu me la mets sur ma wishlist et je pourrais l'acheter quand je rentrerai à la maison sur Internet, etc., etc. Vous voyez bien l'intérêt de cette recommandation de l'association du produit de la cliente. On sait qu'elle est la cliente, on sait comment on doit lui proposer les bons produits en fonction, eh bien, ce que je disais par exemple, de son diagnostic de peau, de son historique d'achat, etc. On verra tout à l'heure tout ça à travers la solution Compario. Ce que je vous propose, c'est, voilà, il y a plein d'autres exemples, hein, retrouver le détail, retrouver les points de fidélité, retrouver voilà l'historique et ainsi de suite. Je vais passer cette. On a eu chez Compario, avec un certain nombre de nos clients, en tout cas un connu, hein, qui est Deleuze Direct, donc grand groupe de distribution dans les pays en Belgique et pas qu'en Belgique puisqu'ils sont présents aussi aux États-Unis, qui avait fait cette expérience il y a quelques temps. Alors on en a vu d'autres ces expériences, hein, Tesco, etc., qui ont lancé ces grands murs où on permettait aux clients de pouvoir scanner des produits, des codes barres, etc. Et puis bien sûr de retrouver tout ça derrière sur son panier au niveau. Il y a une autre expérience chez un de nos clients qui est Casino. J'aimais beaucoup le terme qu'ils ont utilisé, c'est Anytime, Anywhere, Any Device. C'est vraiment le principe de proposer un parcours continu et cohérent à travers ces canaux, de traquer le comportement pour enrichir la connaissance client, de reconnaître et de personnaliser la relation avec de la recommandation, du cross-sell, des suggestions. Voilà, un exemple de parcours, je démarre ma liste de courses en scannant les codes barres de mon appli smartphone, je récupère ma liste de courses sur le web pour finaliser ma commande, j'ajoute des produits, je récupère ma commande en magasin, tout un processus complètement intégré. Et c'est là où je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de passer à l'interaction client, c'est que vous voyez bien que si je fais quelque chose sur mon smartphone, ça ne doit pas arriver le lendemain seulement sur le site web, parce que tout ça, je le fais en quelques heures ou en quelques minutes en fonction de qui je suis. Nous avons d'ailleurs des expériences sur les clients communs InStore Compario pour justement ne pas se contenter de mettre une bâche, parce que l'air de rien, imprimer une bâche et la dupliquer sur 1000 sites toutes les semaines, ça coûte un peu d'argent. Et donc on passe en numérique et surtout, plus qu'une bâche, on a des promos, des ventes flash, la wishlist, l'interaction avec mon téléphone mobile ou ma requête web vu que je m'identifie, et je vais pouvoir payer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas, encore une fois, repartir le client sans qu'il valide son paiement sur une borne. Et pour ça, on réutilise tout ce qui fait le succès du marketing, c'est tout simplement des ventes flash, des cadeaux, des codes promo, qui vont faire qu'un client carté a tout intérêt à acheter au moment où il se trouve devant la borne et pas d'attendre de rentrer chez lui pour valider. Donc vraiment maîtriser la cohérence des différents canaux, on vient de le dire, et surtout, la technologie est là pour conclure l'expérience de vente. Par rapport à tout ça, pour moi, il y a trois choses importantes. On parle d'assurer la cohérence cross-canal. Donc globalement, on ne va pas se limiter qu'aux canaux digitaux, mais c'est aussi sur le CRM, l'email marketing, de retrouver mes produits vus, mes wishlists sur un canal, sur les autres canaux, etc. On a un de nos clients qui est Toupargel, qui a lancé une expérience assez intéressante, parce que leur problématique, c'est un très très gros call center. Ils ont 900 téléconseillers qui appellent régulièrement les clients pour leur faire passer des commandes. Et on voit bien que si le client a été regarder des produits sur Internet, qu'il a déjà mis des produits sur la wishlist, etc., il faut que le téléconseiller puisse avoir cette information,
puisse aussi avoir de la recommandation produit. Je vous donne un exemple très simple. Quand je dis personnaliser expérience client, peut-être que moi j'adore la marque McCain, j'achète des frites McCain. Le vendeur pourrait avoir de la recommandation pertinente où on lui dirait tiens, voilà les nouveautés McCain à présenter au client pour lui susciter l'acte d'achat de nouveautés, de nouveaux produits et ainsi de suite. D'accord ? Proposer une navigation unifiée, ça c'est un autre thème que j'aime bien utiliser, que j'aime bien parler. Si on voit par exemple un de nos clients But qui a lancé, qui a son site web, mais qui a aussi une application à la fois sur iPhone, sur iPad, etc. C'est de faire en sorte que cette navigation elle soit unique et cohérente sur l'ensemble des canaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui les applications iPad et les applications iPhone ont souvent été développées en silo sans forcément être cohérentes par rapport à ce qui est proposé sur le site web. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous faites l'expérience sur le site web, eh bien tout ce que vous verrez, l'ordre d'affichage des produits, on parle souvent du ranking produit dans une page liste, il faut faire en sorte que ce soit exactement la même. Alors, soit on a une stratégie de dire je fais quelque chose de totalement différent, mais je perds mon client parce que si moi je suis venu sur le site web et que j'ai regardé des produits d'une certaine manière, en filtrant, en utilisant des facettes, des marques, des tailles, des coloris, ceci, et que quand je suis en magasin, je reviens sur mon iPhone et que en mettant les mêmes types de facettes, je retrouve pas les mêmes produits, pas rangés de la même façon, j'ai perdu le produit qui potentiellement m'intéressait et que j'avais pu voir sur le web. Et ça, c'est vraiment un point important. Ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est ce que nous avons fait avec InStore, qui est ce qu'on appelle une borne personnalisée. Alors, je vais vous passer la vidéo, mais l'idée, c'est quoi? C'est, voilà, je rentre, je suis un vendeur d'appareils photo, voilà, je vois mes appareils photo, je propose ce qu'on appelle des produits similaires, des produits complémentaires, j'accède aux détails des fiches produits, etc., etc. Ce que vous voyez, c'est que là, quelqu'un qui n'est pas identifié, on lui pousse un Panasonic, un objectif Sigma. On imagine que le client se connecte. Alors là, je l'ai fait avec où je saisis mon code client, mais il y a des choses bien plus intelligentes en mettant ma carte de fidélité, etc. Le fait d'identifier le client, eh bien, on va être capable de lui préconiser des produits. Et là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que cette cliente, elle aime Canon. Alors, j'ai fait quelque chose d'assez simple en disant, je sais qu'elle aime Canon, elle a l'habitude d'acheter du Canon, donc j'ai tout intérêt dans que ce soit sur les produits d'entretien, sur les objectifs, sur les appareils photo, de lui mettre en avant sa marque préférée. Si, voilà, toujours sur les objectifs, quels sont les objectifs? J'ai du Canon, mais je fais bien sûr du mix produit, parce que l'idée n'est pas de présenter que la marque préférée. Un client différent vient s'identifier sur la borne, eh bien lui, pareil, on lui remonte quoi? Et alors là, on est très basique, lui, il aime Nikon, donc je lui mets en avant les appareils photo Nikon, que ce soit sur les objectifs, sur les zooms, etc. Bien sûr qu'en fonction de vos métiers, chacun, vous avez des métiers différents, des produits. Là, j'ai pris l'histoire de la marque. C'est juste pour montrer que on va être capable d'utiliser la connaissance client pour pouvoir personnaliser l'ensemble de ces canaux digitaux. Aujourd'hui, quand on parle de personnalisation, globalement, quel que soit le canal, on est un peu ici. J'ai plein de clients qui sont totalement différents, des primo-visiteurs, des clients, des clientes qui ont acheté, qui n'ont pas acheté, qui aiment des produits, qui ne les aiment pas, etc. Et puis, souvent, j'ai une seule stratégie de communication et tout le monde voit sur le canal le même slider, le même push produit. D'accord? Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire, je dois utiliser la connaissance client pour proposer une expérience unique sur le web, l'email, le call center, les tablettes et autres, en utilisant bien sûr de la donnée client. C'est quoi, par exemple, si on revient sur mon exemple de parfum, quel est le segment client, quel est son âge, quel est son diagnostic code, quels sont les produits qu'elle a mis dans la wishlist, qu'est-ce qu'elle a bien pu mettre sur Facebook, quels sont les produits qu'elle a déjà achetés, pour arriver à lui scénariser tout ça. Tout ça à travers de la recommandation produit qui va se faire selon 3 grands axes, ce qu'on appelle des produits similaires, comment j'ai envie d'associer des produits les uns avec les autres à travers des bases de règles, des produits en relation, mais aussi d'utiliser des algorithmes mathématiques et statistiques pour proposer, ceux qui ont acheté ont aussi vu, ceux qui ont vu ont acheté, etc. Donc c'est d'être capable d'utiliser ce que font les autres pour le faire. Globalement, la personnalisation dans Compario, elle est basée sur 4 grandes données. La première, c'est basé sur la connaissance client. C'est ce que je disais tout à l'heure. On sait que c'est un homme, que c'est une femme, qu'elle est cartée, pas cartée, qu'elle a l'habitude d'acheter tel type de produit, qu'elle aime Nikon, qu'elle aime Canon, qu'elle aime le bleu, le rouge, etc. Et donc, c'est d'être capable de scénariser la remontée produit en fonction de cette connaissance client. La deuxième chose, j'en abordais, c'est bien sûr basé sur la statistique. Parce que de faire de la connaissance client, c'est bien, mais il faut aussi être capable d'utiliser des algorithmes mathématiques qui vont proposer des associations de produits par rapport à ce que les autres ont fait en fonction de la navigation. Troisième grand pavé, c'est ce que j'appelle la navigation. Comment je navigue?
qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je regarde, et de ce que je suis dans la façon de naviguer des produits que je regarde, je vais peut-être arriver à en détecter ce que je vais appeler des appétences. Imaginons, je suis venu par une newsletter, vous ne me connaissez pas, je suis un primo-visiteur. Quand j'ai de la connaissance client, si on sait que le client aime la marque A ou la marque B ou le bleu ou le rouge, c'est relativement simple de faire une règle métier qui est de dire quand ce client qui est du segment aime Canon, je lui pousse du Canon. Très bien. Par contre, quand quelqu'un que je ne connais pas vient sur un canal, il faut que j'arrive peut-être à détecter par rapport à sa navigation un centre d'intérêt. Je viens dans mes appareils photo, je clique sur un premier Canon. Je clique sur un deuxième, sur un troisième. Là, forcément, je détecte une appétence, peut-être pour une marque, pour une coloris, je vais utiliser cette notion de navigation pour adapter et rescénariser ma remontée produit. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce slide pour illustrer mes propos tout à l'heure, qui était de dire Web to Store, oui, mais pas le web tel quel dans le point de vente. La connaissance client que Compario arrive à nous fournir au niveau data, on ne peut pas l'avoir en point de vente. D'ailleurs, preuve en est, généralement en point de vente, c'est au moment où vous payez qu'on va vous demander si vous avez une carte de feed. Nous, notre idée est plutôt de dire le client rentre, s'il accepte de donner sa carte de feed, on va lui changer son parcours client. Pourquoi? Parce qu'on va le connaître. Donc, comme on le connaît, on va lui pousser les produits associés. Et le point sur la navigation, qu'on peut traquer sur Internet, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas dans les mêmes conditions, donc jamais en point de vente, on va passer autant de temps sur un appareil. Et il ne faut pas laisser à disposition des appareils. Les gens ne sont pas venus pour consulter le site web. Ils sont venus pour conclure ou trouver un produit qu'ils n'ont pas validé en ligne. Donc, l'idée est vraiment, quand on parle de Web to Store, pas se contenter de poser son site web, comme on l'a vu tout à l'heure sur un vilain meuble, mais plutôt de capitaliser sur cette donnée client que Compario arrive à nous fournir en temps réel. Et si le client l'accepte, il va vraiment avoir du meilleur conseil, les produits associés, en fonction de ses requêtes à lui. Et c'est vraiment cela où on reparle de conseil et pas uniquement de showrooming. Voilà. Basé sur la navigation, c'est aussi globalement deux autres termes qui sont souvent utilisés, c'est l'origine. Si je suis venu par un moteur de recherche, un Google, etc., où j'ai dit tiens, j'ai tapé le nom de l'enseigne et un type de produit, forcément, je vais être capable de capter cette information pour pouvoir derrière mettre en avant des produits en fonction de l'origine du client. Je suis venu par une newsletter de la même façon, j'arrive à détecter tout ça. Dernier pavé, c'est ce que j'appelle le basé sur le panier. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je mets dans mon panier pour aider le client dans la recherche et dans l'affichage des différents produits qu'on va vouloir mettre en œuvre. Ce qui est surtout valable, on parlait de courses tout à l'heure, on est en train de faire une expérience avec Compario pour un grand compte, où l'idée est de se dire j'ai une wishlist parce que je fais mes courses en drive ou en livraison à domicile toutes les semaines, notamment pour l'alimentaire. Je vais sur mon lieu de travail, sur mon smartphone, sur le web ou sur une borne en lieu public, pouvoir retrouver ma wishlist et acheter. Parce que concrètement, si on demande à l'internaute de refaire finalement sa liste de courses à chaque fois qu'il se retrouve dans un lieu différent, on pomme le client et donc on pense que là, la donnée a besoin d'être temps réel. Par rapport à cette notion, on est en phase de projet sur un de nos clients historiques qui a aussi lancé une idée je trouve assez intéressante, qui est de proposer un panier alternatif au panier qui a été fait par l'internaute. Ça veut dire quoi? Donc là, on est plus sur l'alimentaire, sur du drive, où la personne a l'habitude d'acheter de l'eau, du lait, de ceci, de cela, etc. Donc forcément, on lui propose souvent des wishlists ou des pré-paniers préparés par rapport à son historique d'achat. L'idée étant de pouvoir dire, si je remplaçais tout ça par des marques distributeurs, quelle serait l'économie que je vais faire sur le montant de mon panier. Et donc là, c'est vraiment de la reco au sens large, qui est de se dire je transforme tout le panier, je propose un panier alternatif à mon client. Et ça, je pense que ça va avoir beaucoup de succès chez ce client quand ce sera en production. La personnalisation, globalement, je vais aller assez vite. Dans Compario, c'est de répondre à 5 grandes questions. À qui on s'adresse? C'est simple, tout le monde, on sait ce que c'est un primo-visiteur, un client qui aime l'univers 1, l'univers 2, c'est un client du segment, qui est carté, pas carté, combien il a de points, qu'est-ce qu'il a acheté, etc. Voilà. On détermine à qui on souhaite parler. Le où, et ça c'est important parce que vous voyez bien que le où, ça me permet d'animer l'ensemble de mes canaux de façon unique à travers une et une seule action
de personnalisation, où je vais pouvoir dire, cette action, je la fais à la fois sur le web, sur des tablettes, sur du mobile, sur de l'email, sur du call center. Avec un même back-office. Avec bien sûr la même solution et le même back-office, ce n'est qu'une et une seule règle. La deuxième chose, c'est de dire qu'est-ce qu'on anime, une zone à l'intérieur d'une page, du panier, d'une page listing, etc. Le quoi, est-ce qu'on pousse du contenu, parce qu'on a envie de pousser des bannières, on a envie de pousser des codes promo, mais uniquement à ce type de client. On a envie de lui pousser des produits, on a envie de lui pousser des produits en relation, donc c'est toute la recommandation produit, l'upsell, le cross-sell, etc. Comment on a envie de lui présenter, combien de produits on veut lui pousser, comment on veut les trier, etc. Et ça c'est important parce que imaginez bien que quand vous voulez faire, par exemple, de dire tiens je vais aller pousser les promotions à mon client, oui, mais le quoi c'est je vais aller chercher tous les produits en promotion. Mais le comment, comment je vais les trier? Parce que quand j'en ai beaucoup des produits en promotion, c'est peut-être de dire, tiens, je vais lui proposer et les trier par rapport à ses deux marques préférées ou par rapport à ses deux coloris préférés ou son style vestimentaire préféré. Et puis, dernière étape, de camp à camp, on va faire cette opération de personnalisation. Ce que je vais vous proposer pour finir, et après on vous laissera nous poser un certain nombre de questions, c'est de vous montrer, à travers, le site web, comment on fait cette personnalisation dans Compario. Voilà, on imagine, je viens voir des appareils photo. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure sur la tablette. Je viens et là, on voit nous vous conseillons un Fuji, un Olympus, un Canon. Maintenant, voilà, j'ai mon listing produit, j'ai plein de produits. Maintenant, si je m'identifie, je dis je suis le client 11, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la personne qui s'est connectée, on voit que le client 11 aime la marque Nikon. Voilà. Hop, ça va se connecter. Je valide. Voilà. Et là, on voit bien votre marque préférée et je lui ai mis en avant du Nikon. Mais ça n'empêche pas qu'on lui a aussi conseillé, comme on conseille à tout le monde, le top vente, les meilleurs produits vendus, etc. On voit bien que là, il y a une personnalisation. Comment ça s'est paramétré dans Compario? Très simplement, en disant, voilà, à qui je m'adresse? Première étape, votre marque préférée, à qui? J'ai dit, tiens, je vais aller chercher ceux dont le segment est un Nikon addict, les clients cartés et ceci, cela. Dans les appareils photo, dans telle zone, le quoi? Je vais aller chercher les appareils dont la marque est égale à Nikon, puisque c'est quelqu'un qui aime le Nikon, mais ça ne m'empêche pas de sélectionner plusieurs marques. Le comment? D'accord? Donc là, je vois les appareils photo qui matchent. J'ai 5 appareils photo de cette marque. Comment? Je vais peut-être les trier par le nombre de clics à 60 jours, les meilleures ventes, mes stocks, etc. Mais je peux aussi faire ce qu'on appelle du positionnement manuel, en disant tiens cet appareil photo est très sympa, il se vend bien, c'est pas pour autant que j'ai le plus grand nombre de clics ou que j'ai le plus grand stock. J'enregistre tout ça. Voilà. Maintenant, si on revient sur le canal, on imagine que je change le code client. Le client 9, d'accord, lui, il a une autre particularité, c'est que quand il vient, il voit comme tout le monde. Un Fuji, un Olympus, un Canon. Et pourtant, le client 9, il a comme particularité, lui, d'aimer la marque Canon. Là, je suis dans le CRM, je vois que sa marque préférée, c'est Canon. Vous avez bien compris que ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire N règles, ceux qui aiment Nikon, ceux qui aiment Canon, les appareils photo, etc. Je vais industrialiser. Ça, c'est un point important à mes yeux. C'est comment on va industrialiser tout ça. Il suffit que je dise, tiens, je vais aller chercher tous ceux dont, par exemple, la marque préférée est renseignée au niveau du CRM. Très bien, c'est ma cible. Le où, toujours pareil, sur mes appareils photo. Le quoi, je ne vais pas dire que tu vas me prendre les appareils Nikon. Je vais aller sélectionner les appareils photo dont la marque est égale à ce qu'on appelle la marque préférée du CRM. Vous voyez bien que je vais aller sélectionner en fonction de ce que j'aime dans le CRM, des appareils photo totalement différents. Si maintenant ce client se reconnecte et revient dans les appareils photo, parce que j'ai mis à jour ma règle, d'accord? Qu'est-ce qu'il va voir dans les appareils photo? Il va le voir, sa marque préférée, qui sont des appareils photo Canon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et c'est la même règle qu'on retrouvait sur la borne. Dernière étape, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, d'accord? Je connais pas, et lui, on lui pousse du Fuji, de l'Olympus et Fuji. Maintenant, ce que je vais pouvoir dire, c'est de dire quoi? C'est de pouvoir dire, tiens, dans le qui, je veux dire pour tout le monde, ou pour les clients non identifiés, d'accord? Je vais aller pousser quoi? Je vais aller pousser des appareils photo dont, par exemple, la marque est égale au top affichage. La première, la deuxième, les 3 premières marques les plus affichées par l'internaute. J'ai juste à dire ça. J'enregistre. Le client vient sur un canal, le web, la tablette. De sa navigation, sur la home page, on lui pousse un certain nombre d'appareils photo. D'accord?
Je purge mes cookies, hein, ça c'est juste pour montrer que je vais partir de cet non identifié. Voilà, donc je suis pas identifié. Vous avez bien vu, c'est toujours mes 3 appareils photo qui remontent mes meilleures ventes. Maintenant, le fait de voir sur la home page, peut-être un appareil Sony. Tiens, je clique sur cet appareil Sony. Je vais voir les caractéristiques de cet appareil, c'est du Sony, mais on me propose aussi des produits similaires, tiens, des produits, une autre acheteur ont aussi aimé. Et puis je vais voir encore du Sony. Je reviens, je vais voir encore un appareil Sony, hein, j'ai fait exprès de voir que du Sony, mais le principe c'est quoi? C'est que dès qu'il va rentrer dans la navigation, eh bien, on va lui proposer et lui mettre en avant les appareils photo Sony. Et ce que vous voyez bien, c'est que c'est pas les appareils forcément qu'il a visualisés, c'est bien mon top vente de la marque collectée ou le produit sur lequel j'ai le plus de marge ou qui est en promotion et ainsi de suite. Voilà, c'est juste pour finir cette présentation pour vous montrer que la personnalisation n'est pas aussi complexe qu'on pourrait le penser. Ce que je vous propose, c'est peut-être maintenant de nous poser vos questions si vous en avez. On est à votre écoute. Pas de questions? Aurions-nous été clairs et limpides? C'est que la présentation était parfaite, cher Pascal. Écoutez, on va pas vous garder plus longtemps. Merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire ce matin, hein, donc en compagnie d'Instore. Donc merci encore Raphaël pour ta participation et ton éclairage sur... Merci à Compario et n'hésitez pas à nous consulter en commun. On fait beaucoup de rendez-vous ensemble pour présenter plus en détail ce que l'on vient de dire aujourd'hui et nous avons déjà réalisé de vraies bornes connectées à Compario. Donc pour ceux que cela intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, merci à tous et je vous dis à bientôt. De toute façon, on vous enverra le lien pour pouvoir revisionner et faire passer cette présentation auprès de qui vous voudrez, hein, vos amis, vos collègues, des connaissances qui auraient un intérêt pour ce thème. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à bientôt.